vous parler un petit peu des quelques constants et des notions statistiques qu'on utilise tout le temps et qu'on va utiliser durant ce cours-là. Donc là, on va parler un petit peu des chiffres et des nombres aléatoires. On va parler de la moyenne, la variance, l'écart type, l'écart TIL, les quantiles, les différences, la corrélation et tout ça. Je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails mathématiques, mais on doit quand même apprendre un petit peu comment ça marche, ces constants ou bien ces calculs statistiques. Bon, commençons par les nombres ou les chiffres aléatoires. Donc là, je vais tout simplement aller sur Excel et en fait, la fonction sur Excel pour créer un chiffre aléatoire, c'est une fonction qui s'appelle RAND, R-A-N-D. Et puis, on ouvre une parenthèse et on ferme la parenthèse et on clique sur Enter. Donc là, je vais augmenter l'écran, je vais agrandir pardon, l'écran pour qu'on voit les choses. Donc là, il m'a créé, d'habitude, quand on demande à un ordinateur de choisir ou de créer un chiffre aléatoire, ce chiffre-là est entre 0 et 1. C'est la base statistique. Et ils suivent toujours une distribution qu'on appelle la distribution uniforme, c'est-à-dire que chaque chiffre entre 0 et 1 a la même possibilité ou probabilité d'être le chiffre qui apparaîtra ici. Par exemple, si je répète cette fonction encore une fois, donc égale rand, ouvre une parenthèse et ferme la parenthèse, et je clique sur Enter, et là, il me donne un autre chiffre, et puisque Excel toujours, il recalcule la feuille de données, donc le chiffre que j'ai eu avant dans la cellule J3 est changé maintenant. Donc là, j'ai deux chiffres aléatoires entre 0 et 1, 0,0743, ainsi de suite, et 0,6571,8. Après, bon, si je répète la même chose, donc rand, ouvre parenthèse, ferme parenthèse, et enter, et tous les chiffres ils sont en train de changer dès que j'appuie sur enter ou je valide cette commande. C'est très logique, c'est très normal. Après, sur Excel, si j'ai envie d'entrer un chiffre aléatoire entre deux valeurs, par exemple, j'ai envie que mes chiffres aléatoires ils seront entre 1 et 3, ou 1 et 4, ou 2 et 5, n'importe. Donc là, je vais dire rand, et je vais dire rand between, c'est la fonction c'est rand between, et elle est là. Et là, je vais mettre 1 et 3, et je ferme la parenthèse, et je valide. Et donc là, il me donnera un chiffre integer qui était entre 1 et 3. Donc dans ce cas-là, était 3. Donc si je change un petit peu les limites, donc entre 0 et 10, par exemple, si j'écris comme ça, donc là, la première fois, il me donne 1. Et donc là, je vais répéter cette fonction encore une fois. Donc, il y a la rand between 1 et 10. Je ferme la parenthèse. Donc là, forcément, la première fois, il me donne 8. Deuxième fois, il me donne 4. Si je répète rand between, j'ouvre la parenthèse, 0 et 10. Je ferme les parenthèses. Et là, il me donnera toujours un chiffre aléatoire entre deux bornes, deux valeurs. Donc, bon, je peux bien sûr utiliser ces chiffres-là dans mes calculs statistiques après. Bon, on va essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci en R. Je sais que Excel, c'est peut-être plus simple, mais en R, on peut aussi faire la même chose. Donc, là, j'ouvre mon R encore une fois, et là, je m'aperçois que tout ce que j'ai fait dans la science d'avant est déjà sur l'écran. Donc là, j'ai une brosse quelque part ici. Voilà, j'ai une brosse ici pour effacer tout ce qu'il y a dans la console. Donc, je clique sur la brosse. Et là aussi, je peux appuyer sur la console, sur la brosse pour
effacer tous les variables, tous les variables que j'ai déjà travaillé avec. Rappelez-vous, on travaille avec SS, AA, FF, SWIND et TT et tout ça. Donc, bon, j'ai pas envie de les voir pour l'instant. J'ai pas envie de travailler avec pour l'instant. Donc, je vais les effacer. Et là, il me pose la question, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment effacer tout ça? Donc, je dis oui. OK. Donc, ça y est, c'est fait. Tout est sorti. Bon, pour la fenêtre de travail, bon, je peux appuyer ici sur Enter 5 ou 6 fois, juste pour avoir une vue plus nouvelle, si vous voulez. Donc là, bon, sur Excel, la fonction pour créer un chiffre aléatoire entre 0 et 1 était la fonction rand, ouvre parenthèse, ferme parenthèse, et rand between, et ouvre parenthèse, premier chiffre, borne inférieure et la borne supérieure, et on ferme les parenthèses. Sur R, les fonctions sont bien sûr différentes. Donc là, en fait, sur R, la fonction, ça s'appelle RUnif. Pardon, j'écris ici RUnif. Et on ouvre la parenthèse. Et dès que je tape RUnif et j'ouvre la parenthèse, R tout de suite, il me demande N minimum égale à 0, maximum égale à 1. Donc, il est en train de me poser la question, combien de chiffres vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez avoir un minimum d'un chiffre quelconque et un maximum un chiffre quelconque? Et par défaut, le minimum est 0, le maximum est à 1. Donc, si je fais RUnif et je valide la commande, donc là, il me donne en bas dans la console le premier chiffre aléatoire qu'il a pu générer avec la borne inférieure 0 et la borne supérieure 1 est égale à 0,4166. Donc si j'ai envie d'avoir 5 chiffres aléatoires, entre 0 et 1 toujours, je fais ça et il me sort ici une série des chiffres aléatoires entre 0 et 1. Donc si on regarde un petit peu la fonction, la fonction ça s'appelle RUnif. R en fait c'est random, c'est plus court de random, de aléatoire, un chiffre aléatoire. Et unif, c'est pour dire à R que j'ai envie d'avoir mes chiffres qui suivent la loi uniforme. Comme j'ai dit auparavant, la loi uniforme, c'est-à-dire que chaque chiffre entre 0 et 1 a la même probabilité d'apparence. Donc, j'ai aucun préférence pour des chiffres. Après, quand on va apprendre les lois statistiques et la distribution statistique et tout ça, on va savoir qu'il y a aussi des fonctions pour définir des chiffres aléatoires qui suivent une loi quelconque. La loi normale, par exemple, la loi binomiale, la loi Poisson. Donc, on peut choisir des lois des distributions statistiques et générer des chiffres aléatoires pour suivre ces fonctions-là. Donc, je vais là essayer de générer des chiffres aléatoires toujours uniforme, mais comme j'ai fait dans Excel, entre deux bornes. Donc une borne inférieure et une borne supérieure. Donc là, je vais dire RUnif, toujours, et j'ouvre mes parenthèses. Et là, j'ai envie d'avoir 5 chiffres. Minimum est égal à 0, maximum est égal à 10. Et je valide la commande. Et là, il me sort 5 chiffres aléatoires entre 0 et 10. Et là, ils sont là en bas de mon écran. Bien sûr, je peux affecter ces chiffres-là à une variable qu'on a fait par avant. Encore un autre TT. Donc, je dis TT inférieur à tiré. Et puis, je vais prendre ce ligne de script, de commande. Je vais les mettre ici. Et je valide. Et tout de suite, ça me paraît ici TT est égal à 4,1, 6,96, 5,13, 4,25, 5,54. Donc, il me sort ces chiffres-là. Il
il m'informe ici qu'il a affecté ces chiffres-là aux variables qui s'appellent TT. Bien sûr, je peux faire la même chose avec égal à. Donc, si je fais SS est égal à, toujours, pardon, SS est égal à, et je valide, je prends cette commande, je vais la mettre ici, et je valide, et donc là, S est égal, voilà, S est apparu ici, S est égal à ce chiffre-là, et TT est égal à ces chiffres-là. On va laisser ces chiffres pour l'instant, pour la suite en fait, parce que la suite pour moi, ce sera la moyenne, la variance et l'écart type qu'on va parler. Et là, je vais revenir sur Excel pour expliquer un petit peu comment ça marche. Donc là, je vais mettre des chiffres aléatoires. Je vais faire en fait une série de chiffres aléatoires entre 0 et 10. Je vais copier cette fonction, je vais la mettre ici, ici, là, et là, et là, et là. Donc, je vais effacer tout ça. Donc là, mettons que j'ai 5 chiffres aléatoires et j'ai envie d'avoir la moyenne de ces chiffres-là. En Excel, la fonction, ça s'appelle average. C'est pas vraiment la moyenne. Bon, quand on va vraiment rentrer dans les théories de la statistique, on va savoir que ce qu'on appelle en anglais le mean, la moyenne, c'est pas vraiment le average. Mais bon, pour l'instant, on va utiliser cette fonction-là. Donc là, je vais dire average, j'ouvre mes parenthèses et je vais lui dire tous ces chiffres-là et je ferme mes parenthèses et j'appuie sur Enter et il me dit la moyenne de ces chiffres-là, c'est 6,66667. Donc, tout simplement, ça c'est la façon pour le faire. Là, en fait, je suis dans le fichier Air Quality et là, on se souvient que nous avions auparavant, par exemple, un variable qui s'appelle température, en Fahrenheit. Donc, par exemple, si j'ai envie d'avoir la température moyenne de ces mesures-là, je peux venir ici, je dis average, j'ouvre les parenthèses et je prends tout ça avec moi et je ferme mes parenthèses et j'appuie sur Enter et il me dit que la valeur moyenne est de 67,88. Donc c'est quelque chose de très intéressant de savoir. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les statistiques, de savoir la moyenne des valeurs, la moyenne des séries des valeurs. C'est très intéressant de le savoir et de travailler avec. Mais le problème parfois, c'est que euh, il peut y avoir des conditions où la moyenne est la même, mais par contre, les données sont vraiment très différentes. Là, je vais vous montrer. Bon, je vais réécrire ces chiffres-là. Je vais l'écrire et je vais les mettre ici. Donc, voilà. Donc, mettons que j'ai les valeurs là. Et là, je vais dire average de ces chiffres est égal, qui vaut 6. OK, très bien. J'ai d'autres, mettons que j'ai d'autres valeurs et j'ai envie de savoir la moyenne de ces chiffres-là. Donc là, je vais faire la même chose, average, et je fais ça, et OK. Donc la moyenne est aussi de 6. Malgré tout, ces valeurs-là sont vraiment très différentes de ces valeurs-là. Pourquoi c'est toujours la même moyenne? Parce que ces populations-là ont les mêmes tendances centrales, on appelle ça comme ça en statistique, on a même la tendance centrale, mais par contre, la dispersion de ces valeurs-là autour de la mine, de la moyenne, pardon, est complètement différente. Savoir quelle est la différence, quelle est la dispersion autour de la moyenne, il y a une autre façon en fait, pour le calculer, ce qu'on appelle la variance ou bien l'écart type. Donc, bon,
pour l'instant, on va savoir comment on fait-on. Donc, je vais mettre ici une colonne et je vais mettre ici une autre colonne, juste pour avoir de l'espace pour travailler. Et je vais dire ici, bon, pour savoir quelle est la dispersion, le plus simple, c'est de calculer la distance, en fait. Donc là, j'ai une mesure qui s'appelle, avec une valeur 6, et là, la moyenne est de 6. Donc si je vais comparer ces valeurs-là à la moyenne, donc je peux dire 6, ça moins ça vaut 0, égale à 9 moins 6 égale à 3, égale à 7 moins 6 est égal à 1. Et là, aussi, une façon pour faire les choses, c'est c'est de calculer la somme de ces distances-là. Donc, on va utiliser la fonction sum et je valide ici. Et en fait, il me sort que la somme des différences entre les valeurs observées et la moyenne est de 0. Pourquoi cela? Parce que, euh, en fait, les données qui sont à droite de la moyenne, elles égalisent les données qui sont à gauche de la moyenne. Donc, dans les mathématiques, comment on fait, comment on fait pour valider tout ça? Euh, on va, au lieu de travailler sur la différence, on va faire la différence au carré. Parce que si la différence est négative et on le fait au carré, ça va faire un chiffre positif toujours. Donc là, je vais faire ça, la puissance 2, et j'appuie sur Enter. Et là aussi, puissance 2. OK. Donc là, j'ai obtenu le chiffre 50, qui est le carré, la puissance 2, des différences des chiffres d'observation avec la moyenne. Puisque j'ai ici 6 observations, il sera très utile de diviser ce chiffre-là par 6 pour avoir la moyenne aussi. Donc, et là, j'obtiens un chiffre 8,3. Et 8,3, c'est la différence, c'est la moyenne, si vous voulez, de la différence entre ces chiffres-là et la moyenne. Et là, le chiffre 8,3, en statistique, on appelle ça la variance. Donc, en fait, si je bouge ce chiffre-là ici, je vais mettre moyenne et variance. C'est ça la variance, en fait. Donc, si je ferais la même chose avec l'autre série de données, donc je vais mettre la moyenne ici et je vais copier les formules que j'ai utilisées ici pour être là et là. Je vais même copier la fonction et là, on voit une différence très nette entre les deux populations ou les deux observations, deux séries d'observations. C'est-à-dire que j'ai 6 observations ici, la moyenne est de 6. J'ai 6 observations ici, la moyenne est de 6. Mais par contre, la variance ici est plus petite que la variance là. Pour nous, ça veut dire que euh, les, la- la- les observations ils sont très dispersées autour de la moyenne. Ils ne sont pas très collés de la moyenne. Donc, il y a la moyenne ici et les valeurs ils sont par là. Alors que dans la deuxième série des observations, la dispersion est plus grande, la variance est plus grande, donc les valeurs ils sont vraiment très dispersées euh, ils sont vraiment très dispersés. Maintenant, un autre constant statistique qu'on utilise beaucoup, c'est l'écart type.
Et l'écart type est en fait la racine carrée de la variance. Donc, je vais dire, voilà, en Excel, SQRT de ce chiffre-là. Et là, j'obtiens l'écart type de ces chiffres-là. Et là, j'obtiens l'écart type. Pourquoi on fait toujours la racine carrée des chiffres? Parce que rappelez-vous que ces chiffres-là, c'est des chiffres au carré. Ils ne sont pas des chiffres normaux. C'est pas la différence. Parce que quand on a fait la différence était de 0. Donc, on a fait la puissance 2 pour avoir des valeurs positives. On l'a divisé par le nombre des observations pour avoir un aperçu des chiffres moyennes, mais ils sont toujours des chiffres au carré. Donc, si on prend euh, la, la racine carrée, ça nous donnera un chiffre plus parlant, si vous voulez. Et donc, ce qu'on appelle en fait dans les mathématiques, dans les statistiques, ce qu'on appelle l'écart type. Ok, donc maintenant on a utilisé les méthodes mathématiques pour calculer la variance et l'écart type, mais en fait il existe aussi en Excel, comme on a fait pour la moyenne, il existe aussi des fonctions pour calculer la variance et calculer l'écart type. Fonction tout de suite qu'on peut utiliser, fonction tout de suite faite en fait par Excel. Et là, je vais vous laisser pour découvrir ces fonctions-là. Donc, vous pouvez aller sur Excel et essayer de chercher quelle est la fonction qui calcule tout de suite la variance des observations, quelle est la fonction qui calcule tout de suite l'écart type des fonctions, comme on a fait dans la moyenne. Parce que pour avoir la moyenne, on n'a pas calculé la somme et puis divisé par les nombres d'observations. On a juste tapé average et ça nous a donné la valeur moyenne de ces observations-là. Et là, sur ces séries de données, on voit tout de suite euh, euh, la différence de la variance et la différence, bien sûr, de l'écart type, parce qu'ils sont très, très liés entre cette série d'observations et l'autre série d'observations, malgré le fait que la moyenne est la même chose. Bon, maintenant, euh, si on va faire la même chose en R, comment fait-on? Est-ce que les chiffres ils sont différents? Est-ce que, bon, comment fait-on? Donc, revenons sur R. Et là, rappelez-vous que nous avions une série de données qui s'appelle TT et une série de données qui s'appelle SS. Ils sont là. Donc, en fait, en R, la fonction pour calculer la moyenne, ça s'appelle min. Et j'ouvre les parenthèses et je vais lui dire min de SS. Je valide et min de TT et je valide. Et là, il me donne dans la console en bas la valeur moyenne de ces chiffres-là SS est de 6,854,791. La valeur moyenne de ces chiffres-là que j'ai appelé TT est de 5,19553. Donc, tout simplement, facilement et très rapide à faire. Bien sûr, si les séries de données que j'ai, ce sont des milliers, des milliers, des milliers de chiffres, pas simplement 5 chiffres qui sont pas là, c'est la même chose, min et tt. Et là, c'est vraiment un des puissances, des choses très importantes et très utiles en fait dans R, c'est qu'il est orienté vers les statistiques. Donc, les calculs de base statistiques, même les calculs plus avancés de statistiques, ça ne prend pas beaucoup de temps parce que le logiciel lui-même, l'outil lui-même est orienté vers les stats. Donc, si j'ai envie de calculer la variance et l'écart type, les fonctions, ils sont aussi très simples. Donc, var pour la variance. Donc là, il me donne aussi des astuces pour le faire. Donc, je vais lui dire var ss et puis var tt. Voilà, il me donne en bas les var ss et les var de tt.
Donc, ça se voit tout de suite que la variance de SS est beaucoup plus grande que la variance de TT. Bon, les valeurs de TT sont vraiment autour de la moyenne, qui est de 5,1. Et si on regarde la moyenne de SS, qui est à 6,85, et on regarde les données qui sont là, on trouve qu'il y a quand même des données très plus petites que la moyenne, et des données plus grandes que la moyenne. Alors que pour TT, si on considère que la moyenne est de 5,19, et on regarde ici, on trouvera que bon, tous les chiffres, au par hasard, donc c'est des chiffres aléatoires, hein, donc au par hasard, tous les chiffres étaient quand même pas mal, pas très différents, pas très loin, si vous voulez, de la valeur moyenne qui était de 5,19. Comment calculons l'écart type? Bon, on peut toujours faire la racine carrée de la variance et calculer tout ça, mais bon, il existe quand même une fonction qui s'appelle SD. Pardon, je dois l'écrire ici. SD pour en anglais Standard Deviation. Et le mot Standard Deviation, c'est le mot en anglais pour écart type. Donc je vais dire SD de SS et SD de TT. Et là, je valide et je valide. Et donc là, il me donnera la valeur de l'écart type de variable SS et la valeur d'écart type de TT, des chiffres TT. Et vous allez s'amuser pour calculer la racine carrée de la variance qui existe ici, la racine carrée de la variance de SS et de la variance de TT pour savoir, pour faire un check en fait, de savoir si l'écart type est vraiment la racine carrée ou pas. Aussi, rappelez-vous que c'est très utile aussi, c'est très naturel. Bon, si on a envie de stocker la valeur moyenne ou la valeur de variance ou la valeur d'écart type d'un variable quelconque, on peut toujours le stocker dans un autre variable. C'est-à-dire, si je vais m'amuser, je vais dire FF est égal à SD de TT. Ou je vais mettre un nom plus parlant. Donc TT SD, TT souligné SD est égal à SD de TT. Bon, je vais faire aussi SS souligné SD est égal à SD de SS. Donc, je valide. Et là, j'ai stocké la valeur de l'écart type des chiffres SS dans un variable qui s'appelle SS sous-titré SD. Et j'ai stocké la valeur de l'écart type des chiffres TT dans le variable qui s'appelle TT sous-titré SD. Donc, c'est très utile. Je peux les utiliser et on va en fait les utiliser après. Tous ces chiffres-là, on va travailler avec. Bon, moi, j'aime beaucoup toujours utiliser le mot jouer avec. Donc, on va jouer avec ces chiffres-là, on va jouer avec ces séries de données pour expliquer comment ça marche. Voilà. On va s'enchaîner vers un autre concept statistique qui s'appelle les quantiles. Parfois, on appelle ça les quartiles. Bon, ça dépend. Mais bon, le terme plus général, c'est les quantiles avec un N. Et avant de parler de la quantile, on doit parler en fait de la médiane, de la valeur médiane. En fait, la valeur médiane est la valeur qui divise la population en deux parties égales. On va regarder le fichier Air Quality dans Excel, c'est plus parlant, et on va regarder les valeurs de la température. Donc, on sait que nous avons 153 observations, et là je suis en train de chercher la valeur qui divise
cette population en deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la valeur dans laquelle j'aurai la moitié de ma population de 153 observations à droite et la valeur supérieure ou à droite j'aurai la moitié des valeurs plus petites ou à gauche. Et en fait, le médiane, il existe dans Excel aussi. Donc, je peux faire médiane, Yann, et je vais choisir toutes ces valeurs-là et je vais les mettre ici. Et là, il me dit, il y a une valeur, 79, et cette valeur-là, 79, c'est la valeur qui divise la population en deux. Donc, si je vais mettre, sachant que j'ai 153 observations, en fait, c'est comme si je cherche le chiffre numéro 77 de ce série de données, qui divise en fait la population en deux, en deux parties. Et ce chiffre-là, c'est le chiffre 79. Donc, c'est la valeur de chiffre, mais si on fait un tri en fait de ces chiffres-là, on va trouver que la valeur 78, 19 par contre, est vraiment au milieu de la population. Donc, si je enchaîne vers R et je vais taper la même chose, j'ai envie de calculer vraiment médiane. Et donc là, je vais dire médiane de SS et médiane de TT et je valide, je valide. Et là, il me donne les valeurs médianes de tous ces variables-là. Donc là, en fait, si on regarde bien les chiffres là, on va trouver que la valeur médiane de SS est de 8,695. C'est en fait cette valeur-là. C'est cette valeur-là qui divise la population en deux parties. Parce qu'il y a deux chiffres qui sont supérieurs et il y a deux chiffres qui sont inférieurs. Donc, le médiane est de 8,695 qui était mis ici comme 8,6. Si on regarde le variable TT, donc si on regarde, sans regarder le médian calculé, et je vais dire que bon, la valeur de la médiane est autour de 5,13. Pourquoi 5,13? Parce qu'il y a deux autres valeurs qui sont supérieures et des autres valeurs qui sont inférieures. Donc, la valeur vraiment qui divise la population en deux parties, c'est ici c'est 5,13 et ici c'est 8,7 qui se matérialise quand on a calculé avec plus de précision. Donc le médian de SS est de 8,695, pas 8,7. Et le TT est de 5,12,9 qui est matérialisé ici par 5,13. Mais bien sûr, si on cherche dans une population, dans des observations plus grandes, on va peut-être s'amuser aussi avec ces chiffres-là. Bon, on va peut-être faire ça maintenant. Euh, bon, vous savez que bon, le fichier Air Quality est un fichier qui est venu de R. On a fait ça auparavant. Donc, je vais dire median de le fichier Air Quality et je mettrai un signe $. Pour choisir, rappelez-vous qu'on a fait ça dans le vidéo auparavant, pour choisir un variable dans un tableau de données, on mettra le signe $, et là je vais dire temp. Et je valide. Il me dit qu'il y a des problèmes. Apparemment, j'ai pas écrit le nom de fichier correctement. Donc, j'ai fait une faute ici et je valide. Et il me dit la valeur est de null. Et null, ça veut dire zéro, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris vraiment qu'est-ce que je cherche. Parce que, en fait, j'ai fait une autre erreur. C'est temp. Il faut mettre le T en majuscule.
Et là, dès que j'écris les choses correctement, il me sort la valeur 79 qui était la valeur qu'on a obtenue en fait avec Excel. Ici, c'est la même valeur calculée par Excel et calculée par R. Ces petits exercices que j'ai fait, c'était juste aussi pour vous montrer que dès qu'on tape des choses qui ne sont pas vraiment dans la logique ou qui ne sont pas correctes vraiment, qui ne sont pas considérées correctes par R, il les rejette. Donc, soit qu'il me donne des erreurs en rouge là, ou bien il me donne des choses qui ne sont pas correctes parce que j'ai tapé, bon, j'ai pas tapé les choses correctement. C'est-à-dire que une fois qu'on a attaché des fichiers de données ou des tableaux de données à R, il faut vraiment respecter les noms des fichiers de données, il faut respecter les noms des variables, vraiment à la lettre, majuscule, minuscule et tout ça. Mais c'était aussi l'occasion pour savoir que median de air quality, temp et de ça. Donc, si j'ai envie de savoir quelle est la médiane des autres valeurs qui sont dans le fichier air quality, qu'est-ce que c'est les valeurs que je peux faire? Donc là, j'ai les valeurs de wind et puis peut-être solaire air et puis peut-être ozone aussi. Donc, bon, je vais revenir sur air et là, je vais dire median air quality, signe dollar. Et là, il me donne même la liste des variables qui existent. Donc, je n'ai même pas besoin de les taper. Donc, je vais choisir juste ozone. Et donc là, il me dit le médian de air quality ozone est de non valide. Et non valide pourquoi? Parce que, en fait, dans le fichier air quality, j'ai des valeurs qui sont marquées NA. Et là, ça me pose un problème parce que là, j'ai des chiffres et là, j'ai des NA, c'est du texte, et là, encore des chiffres et de texte et ainsi de suite. Et là, ça perturbe en fait les calculs de R. On va savoir comment on va travailler avec ces choses après, mais c'est pas important pour l'instant. Mais c'est juste pour dire que une fois qu'il me donne des erreurs, il y a toujours une raison. Et là, la raison, c'était que dans ma série de données, dans mon variable, il y a quand même une valeur qui ne comprend pas qu'est-ce qu'on va calculer. Est-ce que c'est possible de calculer NA plus 18 et diviser par 2? Bien sûr que non. Donc, il n'a pas compris. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas calculer le médian dans dans l'état actuel des choses. Je ne peux pas calculer le médian de ozone, je ne peux pas calculer la moyenne, je ne peux pas calculer la variance, et tout ça, tous ces fonctions-là, ça ne s'applique pas sur ozone, sur solaire R, parce que j'ai des valeurs qui ne sont pas correctes. Par contre, je vais regarder wind, et là, je vois sur wind qu'il n'y a que des valeurs, que des chiffres. Donc là, si je reviens sur R, et je lui dis, laisse tomber ozone, air quality, et signe dollar, et je vais dire wind. Et je valide, et il me sort tout de suite la médiane des valeurs air quality wind, la médiane des valeurs de wind, de la vitesse du vent que nous avons ici dans ce fichier Excel. Là, la valeur médiane est de 9,7. Ok, très bien. Bon, je ne vais pas rentrer encore et redire que je peux affecter ces valeurs-là à des variables parce qu'on l'a fait plusieurs fois auparavant. Ok, bon, une fois, bon, le médian est la valeur qui divise la population en deux parties. Parfois, il s'avère qu'on a besoin de diviser la population en petits parties. C'est-à-dire, j'ai envie de savoir les 10% le plus petit de la population.
les 2%, le 10% le plus grand. Et en fait, en étant un enseignant, on utilise ces chiffres et ces constants beaucoup dans l'évaluation des élèves. Par exemple, dans le système LMD et CTS, on utilise ces chiffres-là pour dire les, les 10% meilleurs étudiants de la classe, c'est ceux qui ont la note A. Les 25% suivants de la classe, ce sont les étudiants qui auront la note B, et ainsi de suite. Donc, c'est pas parce que j'ai eu 80% ou j'ai eu une note 4 sur 5 que j'aurai A ou j'aurai B ou j'aurai C. Ou j'aurai A forcément. C'est parce que je suis parmi les premiers dans la classe. Je suis parmi les premiers 10% de la classe. Je suis parmi les premiers 25% ou les suivants 25% de la classe. Donc là, j'aurai B, indépendamment de la valeur des notes que j'ai vraiment obtenues. Parce que ça s'avère peut-être que l'enseignant est très généreux, donc il donne tout le monde des valeurs supérieures, largement supérieures à la moyenne. Et il y a aussi d'autres enseignants qui sont, je, bon, je peux dire, radins un petit peu dans ces chiffres, dans ces notes, qui donneront toujours des valeurs vraiment inférieures. Donc, pour égaliser tout cela, on utilise vraiment des systèmes, les systèmes de quantile. C'est pour ça que je vais parler de ça maintenant, pour dire quel est le chiffre, quelle est la valeur que divise cette population en 10% et 90%, de 25% et 75%, de 40% et 60%. Quelle est la valeur qui divise la population? 50% et 50%, c'est la médiane. Mais on peut les calculer la médiane aussi via notre fonction qui s'appelle les quantiles. Voilà, quantiles. Pardon, j'écris toujours ici, je dois l'écrire ici. Voilà. Donc, si je fais quantile de SS et quantile de TT, est-ce que ça va me donner des choses intéressantes? Et donc là, la sortie des quantiles SS, par défaut, R, ce qu'il fait, il me dit, en commençant par le bas, en allant vers le haut, par le bas, c'est-à-dire la valeur minimale, et en allant vers la valeur maximale. La valeur minimale de cette population, de cette série de données, est de 2,17. On regarde ici, 2,17, voilà, bon, c'est la valeur minimale. Et là, 100%, c'est la valeur maximale. Donc, la valeur maximale est de 9,88. Donc, on le regarde ici, il existe ici. Très bien. Par contre, il me dit la valeur médiane, 50%, est de là. Rappelez-vous qu'on l'a fait auparavant, là, il existe ici, 8,69, 8,69. Et là, il me donne deux autres valeurs. Il me dit 25%, les quantiles de 25% et les quantiles de 75%, ce sont des quantiles, ce sont les valeurs qui divisent la population en 25% des valeurs de mes observations qui sont inférieures ou égales à cette valeur-là, et 75%, ils sont supérieurs ou égaux à cette valeur-là. Par contre, ici, si je regarde cette valeur-là, il me dit là maintenant que 75% de votre observation est inférieure à 9,67. Par contre, 25% seulement des valeurs de votre observation est supérieure ou égale à 9,67. Et ça aussi, c'est très intéressant. Bien sûr, ici, nous avons des 5 observations. Donc, c'est facile à comprendre, c'est facile à calculer, c'est facile même à observer avec l'œil nu. Parce que là, si on compare 0,25, 50, 75 et 100%, si on va mettre les 5 valeurs qui existent ici, on va les mettre en ordre de plus petit vers le plus grand.
trier en fait ces valeurs-là, on va découvrir les quantiles 0 et 25 et 50 et 75 et 100%. Donc ça, c'est facile. On n'a même pas besoin de R ou d'Excel pour faire ça. On peut le faire avec une calculatrice ou bien avec un crayon et un papier. Mais par contre, quand on a beaucoup de valeurs, quand on a beaucoup de données, et c'est ça en fait le plus important et le plus intéressant, quand on a des milliers et de milliers de données et on a envie de trier ces valeurs-là pour savoir les valeurs, les 25% le plus grand, le 25% le plus petit, les 75 et ainsi de suite. On utilise cette fonction qui s'appelle les quantiles. Donc là, je vais utiliser les quantiles avec, avec le fichier air quality. Donc là, je vais utiliser quantile de air quality. Et je vais le mettre ici. Et je calcule. Et là, il me sort aussi, il me dit que les quantiles de air quality, 0% 57, c'est-à-dire le minimum des valeurs qui existent dans le variable temp du fichier de données air quality est de 56. Le maximum valeur est de 97. OK, la valeur médiane est de 79. La valeur, bon, 25% de la population est inférieure ou égale à 72. 75% de la population est inférieure ou égale à 85. Et voilà l'explication de ces 5 chiffres qui sont là. OK, très bien. Donc, on va mettre une autre couche de difficulté. Mettons que j'ai envie, quand j'ai dit auparavant, j'ai 153, mettons que j'ai 153 élèves dans ma classe. Et là, j'ai envie de les diviser. Bon, j'ai envie de savoir quels sont les 10 premiers, les 10% premiers, et puis après les 35, le seuil 30, donc le seuil 10% pour qu'ils aillent A, et le seuil 35% pour qu'ils aillent entre 10 et 35, c'est 25, donc qu'ils aillent B, et ainsi de suite. Donc si j'ai envie de faire ça, il suffit très simplement de taper un seul ligne de calcul sur R, et là je vais taper quantile, pardon, L, E, et puis là j'ouvre, je vais mettre air quality, mettre le nom de la variable, et je vais lui dire que j'ai envie de voir 0 et 0 et 0,35 et 0,5. Je valide et là il me sort autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ce que j'ai fait ici, c'était de lui dire, à R, j'ai envie de savoir quels sont les 10 premiers, quelle est la valeur minimale, quelles sont les valeurs qui sont 10% les plus petits, puis 35%, et puis 50%, en commençant par le minimal et en allant vers le maximal. Donc, la façon pour le faire, c'est de mettre le nom de la variable, comme on l'a fait auparavant, air quality, $, et temp, et puis je lui dis c'est c'est un vecteur, si vous voulez, c'est un list, bon, c'est une série de données. Bon, je n'ai pas envie de compliquer les choses et rentrer dans le détail de R pour l'instant, mais c'est juste pour dire que j'ai des séries de données à utiliser. Donc là, j'ai mis 10 et 10%, 0,1, 35% et 50%. Je peux aller plus loin, je peux dire 60, pardon, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Voilà. Et il me sort tout de suite toutes ces valeurs-là. Donc il me dit 0%, c'est ça, 10% c'est ça, 35%, 50, 60, 70, 80 et 90.
Et je vais mettre ici même 1 pour dire 100%. Et donc là, il me sort toutes ces valeurs-là pour, pour dire que j'ai divisé, bon, R, il me dit, j'ai divisé votre population en plus petits morceaux. Donc la valeur qui divise cette population, la valeur minimale, où il y a 100% de la population plus grand, est de 56. La valeur où il y a 10% de la population est inférieure à elle, donc 60, est de 64,2. Par contre, la valeur où 10% de la population était supérieure à elle est de 90. Parce qu'il est là. Il est là. OK. Et là, c'est facile. C'est aussi une seule ligne de code ou de script. On appelle ça comme vous voulez, code ou script. C'est la même chose. Et donc là, on a écrit cette ligne-là et il nous sort toutes ces valeurs-là qui sont très, très, très intéressantes à savoir. Et aussi, je peux affecter ces valeurs-là à des variables comme je veux. Maintenant, on va rentrer dans le concept de la corrélation. Le concept de la corrélation est un concept statistique très intéressant, mais en même temps très dangereuse, parce que on découvre avec beaucoup de données qu'on dispose dans le monde qu'il y a beaucoup de corrélations entre des choses qui ne sont pas vraiment liées ensemble. Euh, et nous avons de la statistique une phrase qui dit que la corrélation n'est pas forcément la causalité des choses. C'est-à-dire que non pas que nous avons une corrélation des deux variables ensemble, qu'il y aura des relations cause-effet entre ces deux variables ensemble. Et je vais vous montrer des statistiques assez intéressantes et aussi assez dangereuses dans ce diapo-là. Et donc là, ce diapo-là, il me montre un aspect très intéressant, mais aussi très dangereux. Il me dit que le nombre des personnes qui sont noyées dans un piscine est corrélé avec les nombres des films où l'acteur Nicolas Cage est apparu. Donc là, on voit très bien entre les années 1999 et 2009. En noir, c'est les nombres des films où Nicolas Cage est apparu, donc deux films ici, deux films là. L'échelle est à droite. Et en rouge, c'est le nombre des gens qui sont noyés dans un piscine. Et là, ça s'explique un petit peu la- le concept de la corrélation. C'est-à-dire qu'il y a deux variables, on observe deux variables en même temps, comme le fichier Air Quality. Dans l'observation 5, on observe le temps, la température, on observe aussi la vitesse du vent et ainsi de suite. Et dans l'observation 10, on observe aussi température et vitesse du vent et ainsi de suite pour les 153 observations. Et on a observé que dès que la vitesse du vent augmente, la température augmente aussi. Ou bien si la vitesse du vent diminue, la température diminue aussi. Donc c'est ce qu'on appelle la corrélation. Et nous avons aussi le terme de dire corrélation positive pour dire que les deux variables bougent ensemble. Dès qu'un variable est augmenté, bon, il s'est levé, l'autre variable s'élève avec aussi. Par contre, il y a la corrélation inverse. Euh, et la corrélation inverse, ça veut dire que dès qu'il y a un variable qui augmente, sa valeur augmente, un autre variable diminue en même temps. Euh, c'est un concept, comme j'ai dit, très important et aussi très dangereux à jouer avec, comme j'ai montré ici dans la diapositive. Mais on a envie quand même de savoir est-ce qu'il y a vraiment des relations mathématiques ou statistiques, si vous voulez dire, entre deux variables quelconques. Donc là, on va aller sur R et là, j'ai envie de savoir s'il y a des relations statistiques entre la vitesse du vent et, euh, et la température.
dans mon fichier Air Quality. Et donc là, la valeur pour faire ça, la fonction pour faire ça dans R, ça s'appelle core. Et là, j'ouvre une, une parenthèse. Et là, je lui dis Air Quality, signe $, temp, virgule, Air Quality, signe $, wind. Et je valide. Et il me dit que la corrélation statistique entre ces deux variables-là est de moins 0,45. Qu'est-ce que ça veut dire cette valeur-là? Ça veut dire que on a observé que la plupart, bon, un chiffre pas négligeable des observations qu'on a observées dans la valeur temp et inversement corrélé avec les observations qu'on a eues dans le wind. Donc, ça peut nous dire que dès que, bon, généralement, hein, dès que la température augmente, la vitesse du vent diminue, et dès que la vitesse du vent augmente, la température diminue. Ça nous donne aussi beaucoup d'informations sur les observations, sur la population que nous sommes en train de travailler avec. Et, mais il faut toujours aussi savoir que dès qu'on s'approche d'un coefficient de corrélation de 1 ou bien de moins 1, la corrélation, la relation statistique est plus évidente. Et dès qu'on s'approche de 0, la relation statistique est beaucoup moins évidente. S'il y a une corrélation, c'est-à-dire que s'il y a une corrélation qui est égale à 0,9 ou moins 0,9 entre deux variables, on peut conclure que les relations entre ces deux variables-là est évidente et on la voit dans nos données. Par contre, si la coefficient de corrélation entre ces deux variables-là est proche de 0, c'est-à-dire 0,1 ou moins 0,1 ou moins 0,2, même 0,3, il y a bien sûr des seuils pour ça. Et il n'y a pas de relation statistique entre ces deux variables-là. Donc, les deux variables, on peut même conclure que ces deux variables-là sont complètement indépendants l'un à l'autre. Mais une chose très importante et très intéressante aussi, et dans la statistique, en fait, dans le monde des chiffres, est que n'importe quelle variable qu'on va mesurer dans le monde, il sera corrélé avec un indice de corrélation plus ou moins grand, plus ou moins petit, avec d'autres variables qui n'ont vraiment rien à voir avec. Comme je cite encore une fois ce graphique-là qui montre que à 66%, donc on le voit ici, la coefficient de corrélation est de 66%, ce qui n'est pas négligeable. À 66%, le variable qui s'appelle le nombre des films de Nicolas Cage est corrélé avec les nombres des gens qui sont noyés dans un piscine dans 10 ans, durant 10 ans. Les deux variables ne sont rien à voir avec l'un avec l'autre, mais il y a quand même statistiquement des relations entre ces deux variables-là. Et pour calculer le coefficient de corrélation entre ces deux variables-là, on utilise en R la fonction qui s'appelle core, C-O-R, c'est-à-dire corrélation, en fait c'est petit de corrélation, et en mettant les deux variables qu'on a. Donc on peut aussi s'amuser en disant core, SS et TT. Et là, il me dit qu'il y a vraiment des fortes corrélations inverses entre ces deux variables-là. Malgré ce sont des chiffres vraiment aléatoires, comme on a fait auparavant dans le début de cette science, mais il s'avère que bon, il y a 0,9
moins 0,9 coefficient de corrélation entre ces deux variables-là. C'est-à-dire que si l'un des variables augmente, l'autre diminue. Et bon, ça n'a aucun sens, mais statistiquement, ça a beaucoup de sens. Et, et ça aussi, c'est un autre concept dans le monde de l'analyse des données. Quand on va rentrer dans l'analyse de données multivariées, on va trouver que, on va savoir que, on va voir qu'il y a beaucoup de variables qui réagissent ensemble, mais peut-être dans la réalité, ça ne veut rien dire. Je peux calculer une variable à partir d'une autre variable, mais en réalité, ces deux variables-là sont complètement indépendantes, sont complètement euh, qui n'ont rien à voir avec l'un avec l'autre. Et ce qui est aussi amusant en statistique ou en analyse de données, mais ce qui est aussi très très dangereux à travailler. Et là, on voit en fait dans beaucoup de publications. Donc, quand on regarde la télé, on lit les journaux. S'il y a des gens qui lisent encore les journaux, on va voir que bon, dans chaque semaine ou chaque mois, il y a euh, une étude qui a été faite aux États-Unis qui montre que euh, de ne pas se marier, ça augmente la durée de vie. De se marier trois fois par la suite, ça augmente, je ne sais pas quoi. Bon, il y a toujours ces genres des études qui travaillent sur la corrélation des variables qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Euh, Ce qui est amusant, à mon sens à moi, mais je répète encore une fois, c'est très dangereux parce que ça donne une image, ça donne un message en fait très fautif pour le grand public. Et il peut y avoir des conséquences pas du tout amusantes euh, pour, pour le public. Merci. Donc là, durant cette séance-là, on a appris pas mal des choses. Donc, on a travaillé avec des chiffres aléatoires. On a appris comment fait-on un chiffre aléatoire avec la fonction R unif, random unif. Des chiffres qui suivent la loi uniforme. On a stocké ces variables-là, ces chiffres-là dans deux variables TT et SS. Et on a calculé la moyenne, on a calculé la variance, on a calculé l'écart type et on a affecté ces moyennes et ces écarts types à des variables. On ne l'a pas utilisé après, mais bon, c'est pas grave. Et on a calculé la médiane, la valeur qui divise la population en deux parties. Et on a beaucoup travaillé, beaucoup parlé de quantiles. Donc les quantiles standards, les cinq quantiles standards, et comment peut-on spécifier les bornes de ces quantiles-là, si j'ai envie de travailler avec la fonction C, là, C avec deux parenthèses. Et finalement, on a parlé un petit peu de corrélation et comment on peut calculer la corrélation entre deux variables, ainsi de suite. Dans la prochaine séance, on va parler des lois des statistiques, La loi B, on va se concentrer sur la loi Poisson, la loi binomiale, et finalement, on va finir par la loi normale. Et comme ça, j'aurai fini les bases statistiques. Très peu, je sais. Il y a beaucoup plus de stats à savoir, mais je me concentre vraiment sur des fonctions et sur des choses qu'on va utiliser durant notre cours par la suite. À la prochaine.